Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce panel. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Est-ce que Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Tu m'entends? Super, très bien. Bon, moi je t'entends aussi, donc on n'est que deux, hein. En tout cas, donc pour ceux qui vont nous rejoindre, donc bienvenue. Et donc sans plus tarder, on va commencer ce panel. Emmanuel, merci à toi. Et donc, comme d'habitude, une petite introduction sur voilà, ton parcours. Qui est Emmanuel? Écoute, moi, je suis dans ce qu'on appelle désormais le digital depuis une grosse vingtaine d'années, depuis la fin du siècle dernier. Et j'entends par digital tout ce qui est, on va dire, on disait e-business avant. C'est-à-dire tout ce qui constitue une activité commerciale génératrice de revenus basée ou utilisant les nouvelles technologies ou ce qui s'appelait les nouvelles technologies et qui a beaucoup de sens sous ce terme aujourd'hui. Voilà. Donc je suis passé par des grands groupes médias, je suis passé par des grands groupes industriels, je suis passé par des agences, je suis passé par des PME et des startups. En 20 ans, à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Super. Donc d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, ce qui nous amène à ton livre, et on va parler du e-commerce en Afrique et le mode d'emploi. Comment on va faire? On va essayer de parcourir les grands thèmes et l'idée, c'est qu'on puisse en savoir le plus possible sur le e-commerce en Afrique. Donc moi, je vais commencer directement, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Emmanuel, à qui s'adresse en fait votre livre? Alors, c'est un livre qui s'adresse d'abord aux Africains, parce que depuis une vingtaine d'années que je fais du business avec l'Afrique et un peu plus d'une quinzaine d'années que j'y habite maintenant, je me suis rendu compte que on ne fait pas du e-commerce ou du e-business en Afrique comme on le fait en Europe ou en Occident. Et que c'est une erreur qui est très fréquente, que je rencontre très souvent, que ce soit les Africains qui essayent de copier des modèles européens ou des Européens et qui essayent d'appliquer des modèles, leur modèle en Afrique. Dans tous les cas, tout le monde se casse la figure. C'est ça. C'est un livre qui s'adresse aux Africains et à ceux qui veulent faire du e-commerce en Afrique et qui en sont au début, que ce soit avant de démarrer, par exemple les commerçants qui sont pas encore lancés en ligne et qui se posent la question, ou des entreprises, ou bien ceux qui ont déjà démarré et qui se demandent pourquoi ça marche pas mieux que ça. D'accord, super. Donc ceux qui veulent notamment se diversifier, par exemple. C'est ça, donc beaucoup de commerçants classiques qui se posent la question de voilà, tout le monde parle du digital, concrètement, est-ce que ça se mange et combien ça rapporte? D'accord, ok, super. Ok, donc du coup, merci pour ces précisions. Donc je vais passer à ma prochaine question. C'est aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui sont ces commerçants qui sont en Afrique? Est-ce qu'il y a une sorte de catégorie de commerçants ou est-ce que tu peux nous donner juste un petit aperçu de ceux que tu rencontres sur le continent? Alors, tu veux dire les e-commerçants? Voilà, c'est ça, soit les e-commerçants ou ceux qui pensent être e-commerçants. Donc, c'est quoi qui pourrait être intéressé, en tout cas, par ce e-business potentiellement? Alors, ça recouvre des réalités très différentes. La première, si j'en fais une espèce de pyramide que je parcours du haut vers le bas, en haut de la pyramide, il y a les très gros acteurs, généralement internationaux, très peu nombreux, et que tout le monde connaît, donc les Jumia et consorts. Donc ça, je rentre pas dedans. Enfin, on pourra en parler parce qu'il y a quand même des spécificités. Ça, c'est pas une surprise. D'accord, ok. Et ensuite, il y a les acteurs que je qualifierais d'intermédiaires. Ce sont souvent des gros commerçants qui se sont lancés dans le e-commerce un petit peu tôt
ou bien des pure players, c'est-à-dire des espèces de start-up qui se sont lancés sur des niches et qui ont consolidé leur environnement. Et donc, ce sont des acteurs qui marchent pas mal, mais qui sont généralement, qui sont pas internationaux, qui sont sur des marchés locaux ou de niche. Et puis enfin, il y a la dernière partie qui constitue le gros des troupes et également le gros du chiffre que personne n'arrive à voir. Donc, c'est la zone obscure, c'est la matière noire du e-commerce africain. C'est les milliers et les dizaines de milliers de petites structures formelles ou pas qui utilisent Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, YouTube pour faire leur beurre. D'accord, ok. Vendant des baskets, des ordinateurs ou de l'immobilier. Voilà, ils ont tellement de sites web, mais ils sont, c'est l'immense majorité des e-commerçants. D'accord. En fait, ceux qui utilisent, on va dire, en fait, l'innovation technologique ou les innovations technologiques pour s'inclure, pour venir en tout cas, faire leur beurre, comme tu dis, et ramener à manger à la maison finalement. C'est ça. Il y en a pour qui c'est leur seule activité, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment de ça. Il y en a qui ont une activité complémentaire, donc ils ont une boutique et puis une boutique physique et une boutique Facebook, par exemple. D'accord, ok. Bah, on aura l'occasion peut-être de parler de ces personnes-là. Juste avant d'y aller, moi, une autre question que j'aimerais te poser, c'est que dans ton livre, en fait, tu nous parlais de l'arrivée des géants du web, par exemple en 2025 ou au maximum d'ici 2030. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les Africains devraient avoir peur ou les e-commerçants devraient avoir peur de ces géants-là? Et comment se positionner, en fait, avant que cette vague-là arrive? Alors oui, malheureusement, je crois qu'il faut avoir peur. Et il ne faut pas avoir peur pour avoir peur, il faut avoir peur pour réagir. Pour réagir, bien sûr. Alors il faut avoir peur, pourquoi? Parce que si Alibaba débarque à Dakar, alors que ce soit clair, Alibaba ne va pas débarquer l'année prochaine à Dakar, et avant de débarquer à Dakar, il va débarquer dans d'autres pays. Hein. C'est pas le Sénégal n'est pas sa cible. Moi, je suis très sénégalais, je suis vraiment installé à Dakar depuis plus d'une dizaine d'années, donc je me suis un peu focalisé sur le Sénégal, mais clairement Alibaba, il va débarquer d'abord au Kenya. Enfin, voilà, les pays anglophones, quoi. D'accord. Ah, absolument. Mais en tout cas, si Alibaba débarque un jour à Dakar, et je pense qu'il le fera après avoir débarqué dans un certain nombre d'autres pays, c'est pas pour remplacer Jumia. C'est pour remplacer tous les commerçants. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit en France, c'est ce qu'on voit partout dans le monde, c'est que les grands e-commerçants sont pas là pour tuer les petits e-commerçants, ils sont là pour rafler la mise du commerce en général. C'est l'ubérisation, quoi. C'est même pas de l'ubérisation, c'est ils vont écraser des petits acteurs grâce à un passage à l'échelle de taille colossale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir 10 fois plus d'offres et ils vont être moins chers. Et donc, du coup, la question pour tous les commerçants traditionnels va être qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu sers? La réponse, ils vont tous mourir, ils vont les tuer. Leur but, c'est de tuer le commerce pour le capturer. Et quand le commerce sera aux mains de ces gens-là, eh ben, il faudra jouer selon leurs règles. Et je vous assure que leurs règles, vous n'avez pas envie de jouer. Voilà, en aucun cas, c'est équitable. Donc oui, il faut en avoir peur. Et il faut en avoir peur. Donc pour réagir, la réaction, la première chose à faire, c'est s'y préparer. Donc savoir se battre selon les règles de ces gens-là. Donc savoir sur le trafic, savoir se battre sur la logistique, savoir se battre sur la e-réputation, pour le cas échéant, quand ils seront là ou quand ils vont préparer leur venue, pouvoir leur opposer une vraie concurrence et une vraie concurrence, se faire écraser. D'où la notion, d'où la diversification qui est nécessaire, en tout cas pour certaines personnes, et se préparer pour ce qui va venir. Donc, du coup, juste peut-être un petit clin d'œil à la ZLEC. Je ne sais pas si tu connais bien. Donc, est-ce que cette ZLEC est-ce qu'elle peut apporter quelque chose pour les e-business ou pour les e-business? Juste. Alors, je vais donner une réponse qui n'engage que moi, et ça va être très bref. Hein. La réponse est non. Non, ok. Ça va prendre des années. Personne ne le sait concrètement, il n'y a pas un chiffre, ça fait des années que ça traîne. Un jour peut-être, mais ce jour-là
il sera sans doute déjà trop tard. D'accord, bon là on est fixé, c'est clair. Donc du coup, maintenant on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Là, moi je voudrais qu'on parle des outils en fait d'e-business. Tout à l'heure, on a parlé des milliers de commerçants qui sont là. Aujourd'hui, en fait, quels sont les outils qui sont utilisés en Afrique? Est-ce que tu peux nous en parler en fait? Alors, c'est vrai que l'Afrique utilise des outils assez différents de ceux qu'on trouve en Occident, en Europe ou ailleurs. Si j'étais en Europe, on parlerait de Magento, PrestaShop et autres outils pour faire des sites de e-commerce. En Afrique, les sites de e-commerce ne sont pas particulièrement utiles parce que les internautes ne sont pas sur Internet. Les internautes en Afrique, ils sont sur les réseaux sociaux. Il y a énormément pour qui Internet, c'est Facebook. C'est Facebook. Il y a autre chose que Facebook. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir un site web et puis d'attendre que les gens viennent. Les gens sont sur les réseaux sociaux et c'est là qu'il faut aller les chercher et c'est là qu'il faut les convertir en clients. Et donc, les ont compris très tôt. Ça fait maintenant 15 ans qu'en Afrique, on fait du business sur les réseaux sociaux. Et donc, concrètement, les outils, je vais les citer, hein, mais tout le monde les connaît. C'est Facebook, c'est Instagram depuis quelques années. Ça fait pas très longtemps Instagram, mais ça commence maintenant à vraiment être une source de business. C'est YouTube qui commence également à être une source de business. C'est WhatsApp qui est une excellente source de. Enfin, c'est pas une source de business parce que c'est pas sur WhatsApp qu'on va aller chercher des clients, mais c'est sur WhatsApp qu'on va convertir les prospects en clients. C'est sur WhatsApp qu'on va utiliser les clients. Et puis après, il y a d'autres outils qui sont les outils au back-office qu'on utilise pour s'approvisionner. Et donc là, par exemple, justement, c'est Alibaba. On va acheter en gros chez Alibaba, se faire livrer un container et puis l'écouler ensuite à Dakar en utilisant des publicités Facebook et stagiaires sur WhatsApp qui vont répondre à tous les clients. D'accord, ok. Et donc, du coup, par rapport à ces outils-là, j'imagine pour arriver à faire quelque chose d'assez efficace, il faut bien sûr les maîtriser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des choses à nous dire pour comment maîtriser ces outils-là, ou en tout cas, comment est-ce qu'on commence en fait pour utiliser ces outils-là? C'est une question que j'entends beaucoup et ma réponse, elle est à la fois très directe et très bête. C'est on commence en commençant. La première chose pour commencer, c'est justement de commencer. Et évidemment, vous n'êtes pas prêt et vous y connaissez rien, mais c'est pas grave, vous allez quand même commencer et vous allez vous planter. Et ce plantage va être sans doute va sans doute vous apporter beaucoup plus d'informations que si vous aviez eu un quelconque autre apprentissage. Et ça va aller beaucoup plus vite. Donc plutôt qu'apprendre, lancez-vous, plantez-vous et vous aurez appris et ça ira plus vite et ça vous coûtera moins cher. Parce que se planter sur Facebook, ça coûte rien. Enfin, voilà, vous n'avez pas investi dans des plateformes, vous n'avez pas acheté des containers, vous êtes juste lancé, vous vous êtes planté. Et du coup, vous pouvez vous planter plein de fois et vous pouvez donc apprendre très vite. C'est l'intérêt de cette plateforme-là, c'est que vous êtes directement confronté au consommateur. Le consommateur, il vous met un vent tout de suite. Vous comprenez immédiatement que vous êtes à côté de la plaque. Dans la demi-heure, vous avez un client, vous avez tenté autre chose, vous avez compris autre chose. Au bout d'un mois, vous êtes opérationnel. Alors que si vous deviez suivre des cours, sans doute que ces cours seraient déjà eux-mêmes à côté de la plaque. Et puis voilà, vous aurez perdu 6 mois, 2 ans de votre vie à apprendre des choses qui vous seront sans doute pas très utiles. D'accord, se lancer vraiment et puis le plus tôt possible. C'est ça le conseil en tout cas. Vous avez une idée, lancez-vous. Les réseaux sociaux sont là pour vous permettre d'avoir des cycles d'apprentissage extrêmement courts. D'accord. Après, plus tard, on parlera de coûts, mais donc du coup, pour savoir comment estimer ça, on va y revenir plus tard. Mais avant d'aller vers là, moi, par rapport à d'autres types de commerçants qui ne sont pas des petits, qui sont pas, on va dire, intermédiaires ou même les gros commerçants. Aujourd'hui, souvent sur le marché économique africain, il y a un manque de données, de statistiques qui permettraient en fait de bien cerner les problématiques. Aujourd'hui, à ton avis, comment on pourrait pallier à ça, ou quelqu'un qui voudrait se lancer, comment est-ce qu'il pourrait pallier à ce manque
pour pouvoir se positionner ou en tout cas mettre en place une stratégie? Alors, c'est vrai que de la donnée économique, c'est très rare et quand elle existe, elle est généralement obsolète. Donc, par exemple, au Sénégal, on est plutôt bien servi. On a l'Agence nationale des statistiques et de la démographie qui fait plutôt un bon travail, en tout cas un travail qui est plutôt de meilleure qualité que ce qui est fait dans les pays que je ne citerai pas. Malgré tout, le dernier recensement des entreprises date de 2013. Il n'y a aucun chiffre sur le e-commerce. Enfin, bref, on est quand même assez loin du compte pour préparer le lancement d'une grande entreprise. Donc ça, c'est un inconvénient. Maintenant, il y a quand même un avantage, c'est que la main-d'œuvre au Sénégal, pour ces grandes entreprises, elle est très peu chère. Très peu Et donc, cher. ça coûte pas cher de lancer une étude de marché, d'utiliser les réseaux sociaux, pareil, pour voilà, vous savoir si c'est une bonne idée de lancer une marque de chaussures à Dakar. Ben, ne vous posez pas la question, faites-le, lancez-la. Utilisez Exactement. Facebook, vendez vos chaussures et puis vous allez voir au bout d'une semaine combien vous en aurez vendu, à qui, que vous aurez dit vos clients et vous prendrez une décision qui sera non pas basée sur des chiffres qu'on vous aura d'origine inconnue, mais qui seront basés C'est sur votre ça. propre expérience. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'est, par exemple, ces études-là qu'on pourrait faire grâce à une main-d'œuvre pas chère, est-ce que après on pourrait les revendre, à ton avis? Est-ce qu'elles pourraient servir à d'autres personnes? Alors, le fait qu'il y a très peu de données implique que le marché de la donnée n'est pas encore vraiment mature, donc il y a très peu de clients pour de la donnée. La plupart moi j'ai été approché peut-être en 10 ans, j'ai peut-être été approché 10 fois par des gens qui étaient prêts à acheter de la donnée et qui l'ont généralement pas trouvé ou exceptionnellement. Et ils étaient tous occidentaux. D'accord. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y a un vrai marché de la donnée, mais peut-être qu'il n'y a pas de marché parce que justement il n'y a pas de données, que si vous avez plein de données, vous pouvez créer le marché. D'accord. Ok, super. Merci pour ces précisions. Donc, du coup, donc maintenant, on va essayer de parler de coûts. Forcément, est-ce que, après, je ne sais pas comment est-ce que tu peux me donner plus de détails, par exemple, les coûts de démarrage, les coûts de développement et les coûts de marketing. Aujourd'hui, comment on peut estimer tous ces coûts-là, en fait, et combien ça va représenter et quel effort faudra mettre voilà, pour y aller, quoi, aller dans la bonne direction? Si je prends un cas simple, un cas de taille modeste, c'est-à-dire je vais prendre une PME qui veut se lancer. Donc déjà, mon premier conseil, ça va être n'achetez rien, ne faites pas fabriquer un site web, faites-vous une super page Facebook, constituez-vous un WhatsApp for Business bien paramétré, bien solide. Assurez-vous que, en termes de produits, d'approvisionnement, de logistique, vous êtes impeccable, que la qualité de votre service est exceptionnelle. Et donc, on va supposer que c'est le cas. Il n'y a pas de coût supplémentaire, si ce n'est le coût d'acquisition du client. Et le coût d'acquisition du client, bon, ça dépend vraiment de ce que vous avez à vendre. On va dire que si ce que vous avez à vendre, je vais parler en francs CFA pour les Africains qui nous écoutent, si ce que vous avez à vendre tourne autour de 10 000 en moyenne, vous pouvez estimer que votre coût d'acquisition du client, ça va être 1 000 francs, 2 000 francs. Donc avec 10%. Ouais, voilà. Bon, après, c'est pas forcément un pourcentage qui est fixe non plus, hein, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais disons que c'est l'ordre de grandeur de démarrage. Donc, vous avez besoin de 100 clients le premier mois. Et ben, vous multipliez 100 par 1000 francs. Vous avez besoin de 100 000 francs de marketing pour obtenir ces 100 clients. Évidemment, ça suppose que votre marketing, il est parfait, il est nickel. Si vous n'avez pas d'expérience en la matière, vous pouvez multiplier vos coûts d'acquisition initiaux par 2, par 3, par 4. D'accord, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur du budget à investir en termes de marketing en fonction de vos objectifs de chiffre d'affaires.
D'accord. Donc, du coup, maintenant, est-ce qu'on peut corréler ce coût par rapport au temps? Parce qu'aujourd'hui, quand on démarre et quand on commence enfin, on va avoir des frais de départ. Et puis, à partir de combien de temps on va commencer déjà à être bon? Et à partir de combien de temps on devrait avoir un retour sur investissement? Ou alors, il faut avoir ça tout de suite. Comment on fait, en fait, pour attendre que ça décolle? Et comment on Alors, fait pour gérer ces coûts-là, en fait, entre-temps? le temps qu'il faut pour être bon, ça dépend vraiment de qui vous êtes et de votre capacité d'apprentissage, de votre capacité à intégrer la logique expérimentale j'émets des hypothèses, je mets en place une expérience, je mesure les résultats, j'en tire les conclusions, je reformule une nouvelle hypothèse et je recommence. Et donc, D'accord. euh, j'ai envie de dire que quelqu'un qui a un bon potentiel, en 6 mois, il peut devenir bon. En 6 mois. Quelqu'un D'accord. quelqu'un qui a un très bon potentiel, un génie du commerce, en 2 mois, 3 mois, il peut devenir bon. Quelqu'un D'accord. Ok. qui n'a pas de potentiel particulier, ça peut lui prendre 2 ans, 3 ans. D'accord. Ok. Maintenant, le ROI, c'est l'avantage du e-commerce. Le ROI, il est immédiat. C'est-à-dire que si vous dépensez 1000 francs sur Facebook aujourd'hui, votre ROI, vous l'avez aujourd'hui. Vos ventes, vous D'accord. les faites demain. Facebook D'accord. dépense votre argent aujourd'hui, les gens cliquent, ils vous appellent, vous faites votre vente. Donc, c'est l'avantage du e-commerce, c'est qu'il n'y a pas de décalage entre le moment où vous dépensez votre argent et le moment où vous récupérez votre argent. Le seul décalage, c'est le délai de livraison et le délai d'encaissement. D'accord. Ok. Et donc, et dans ce cas, est-ce que ce e-business, aujourd'hui, vous préconisez de le faire tout seul ou de le faire, il faut combien de personnes à peu près pour gérer un e-business? Tout dépend de la taille. Si vous voulez faire du e-business international à grand volume sur des produits compliqués comme, je sais pas, des produits alimentaires frais, il vous faut 100 personnes minimum. D'accord. Si vous faites de la vente, vous êtes représentant d'une marque de chaussures de sport, vous pouvez peut-être le faire tout seul. Euh, D'accord. il y a un certain nombre d'activités qui prennent du temps. Et la livraison est la principale. Donc là, concrètement, si vous passez votre temps sur votre scooter, au lieu de passer votre temps à faire vos ventes, il vous faut une deuxième personne. Ou alors, il faut externaliser la livraison. Mais je connais pas mal de e-commerçants qui sont seuls. Je ne le recommande D'accord. pas personnellement, parce que quand on est seul, on est vite mangé par le quotidien, on perd facilement son souffle, et puis le moindre accident peut tout mettre à terre. Voilà. Vraiment d'expérience, être au moins deux, c'est quand même important. Vous franchissez un vrai cap en termes de résilience et de capacité. D'accord, ok, super, d'accord. Et donc, du coup, merci pour ça. Maintenant, quand on parle de marketing et de publicité, aujourd'hui, en fait, quels sont les leviers que disposent les commerçants? Donc, j'ai bien compris, hein, tout à l'heure, on a parlé quand même beaucoup de Facebook, mais de manière plus générale, quels sont les leviers qu'on peut débloquer aujourd'hui en Afrique, voilà, concrètement? Alors, il y en a énormément. En fait, ce que je constate, c'est que les gens manquent d'imagination. Il y a énormément D'accord. de canaux par lesquels on peut acquérir des prospects. J'ai cité Facebook en premier parce qu'aujourd'hui, Facebook est dans beaucoup de cas le canal qui a le coût d'acquisition le plus bas. Donc, c'est lui le rentable. D'accord. Un petit peu derrière Facebook, on a Google et toute sa galaxie de services publicitaires. D'accord. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, mais disons que les grandes catégories de fournisseurs de clients sont d'une part ce qu'on peut appeler les régies publicitaires, donc Facebook et Google. Vous allez chercher les internautes là où ils sont. D'accord. Et donc vous leur présentez des publicités, des supports de vente. L'autre catégorie, c'est tout ce qui est tout ce qu'on appelle maintenant beaucoup en Afrique, on aime bien l'expression SEO, Search Engine Optimization.
Concrètement, c'est l'utilisation du moteur de recherche de Google comme étant un support de vente. Les gens ont tendance à mesurer que par le SEO. L'inconvénient du SEO, c'est que c'est une activité qui génère du chiffre très progressivement. Concrètement, vous allez faire une vente par semaine au début. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit. Ça va mieux là? Oui, c'est mieux. Et puis, en fait, tout est bon à prendre et on a tendance à oublier le client offline. Et en fait, le client offline, c'est là que réside le plus grand vivier de clients potentiels en Afrique encore pour le moment. Donc, aller faire le tour des marchés, distribuer des flyers à des cibles particulières, faire un petit peu d'affichage ciblé, faire du street marketing, tout ça, c'est des trucs qui fonctionnent. Utiliser son réseau personnel. Il y a plein de partenariats possibles. Il y a plein de choses à imaginer. D'ailleurs, par rapport à ça, le client offline, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu trouves qui se font, par exemple au Sénégal, et qui sont innovants pour pallier effectivement on va dire les deux gros fournisseurs de prospects qui sont Facebook et Google? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui se font ou alors qu'on devrait peut-être beaucoup plus appuyer sur ça? Non, écoute, je ne vois pas de grande innovation dans la façon d'aller chercher les clients. Les gens occidentaux, depuis 25 ans qu'ils opèrent, ils ont quand même pensé à pas mal de choses. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on ait inventé des nouvelles choses, mais il y a des choses qui sont utilisées par les e-commerçants et qui sont très peu utilisées en Europe. Par exemple, ce sont les groupes de vente sur Facebook. D'accord. On a un petit peu les mêmes sur LinkedIn, pas encore, mais je pense que ça viendra. Mais les groupes de vente sur Facebook, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tellement, en tout cas pas à cette échelle-là en Europe. Et ça fonctionne du tonnerre, c'est-à-dire qu'il y a ça fonctionne très bien, ça d'ailleurs, oui, c'est vrai. Il y a des millions de dollars qui passent par ces groupes. C'est vrai. On voit passer. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Ouais. C'est très ingénieux. Là, on est dans le online, hein, on n'est pas dans le offline. On n'est pas dans ouais, c'est ça. On n'est pas dans l'offline. Donc, du coup, là, j'avais comment faire cela. Après, la question, c'était comment faire si on n'a pas de gros moyens pour se démarquer de la concurrence voilà. Comment on fait quand on n'a pas de gros moyens? Alors, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est celle que personne n'a envie d'entendre. C'est que si on n'a pas de moyens, on a quand même des moyens, même si c'est 1000 francs par jour. Et ces moyens-là, dès lors que 1000 francs par jour génèrent 10 000 francs de chiffre d'affaires, et donc par exemple 2000 francs de bénéfices, sur 100 de bénéfices, je récupère 1000 francs et je les réinjecte en publicité. Je récupère les 2000 francs et je les réinjecte tous les deux en publicité. Ces 2000 francs, ils vont me générer 20 000 francs de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 4000 francs de bénéfices que je vais réinjecter en publicité. Ça va me générer 40 000 francs de chiffre d'affaires, etc. Et du coup, je vais les créer en moyen. Donc, simplement, je vais réinvestir mon bénéfice dans du marketing parce que j'aurai mesuré le retour sur investissement de mon marketing. D'accord. Il faut faire une routine en fait de réinvestissement en fait pour acquérir à chaque fois en fait de nouveaux prospects et augmenter le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, ceux qui ont des grands moyens, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire que si vous disposez de 1000 € par jour pour faire de la publicité, ben vous n'allez certainement pas balancer 1000 € le premier jour. Vous allez faire un test, vous allez mettre 1 € le premier jour. Si ça marche bien, vous mettez 2 € le deuxième jour. Si ça marche bien, vous mettez 4 € le troisième jour, etc. Et donc finalement, ceux qui ont les gros moyens, comme ceux qui ont les petits moyens, sous réserve que votre business soit rentable et que votre activité marketing soit bien menée, ben finalement, il n'y a pas de différence de l'un à l'autre. Ça, c'est la première partie de la réponse. C'est que ça n'existe pas de petits moyens. Si vous avez des petits moyens et que vous êtes bloqué sur des petits moyens, c'est que ce n'est pas rentable. Ou alors, c'est pas que c'est rentable. L'autre partie de la réponse, c'est ce qu'on appelle la viralité, ou autrement dit, le fameux effet waouh, qui consiste à
à atteindre plus que ce qu'il est normalement possible de faire avec un budget donné, grâce à la surprise du client, de l'internaute. Et donc ça, on pourra en parler si tu veux. C'est un sujet oui, un peu en à fait, part. Enfin, mais qui est très important. Après, ça veut dire que l'effet wow, ça veut dire que ça coûte quand même moins cher. C'est-à-dire que les gens vont faire de la pub pour toi. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. L'idée, c'est que si un client te commande 1 kilo de pommes de terre et que tu lui livres 1 kilo de pommes de terre, ton client sera satisfait. Tu auras tenu ta parole. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Rien. Ton client il est satisfait. Et puis c'est tout, il ne se passe rien d'autre. Maintenant, supposons qu'au lieu de lui livrer 1 kilo de pommes de terre, tu lui livres 1 kilo de pommes de terre dans un joli sachet, des pommes de terre bien lavées, et puis tu rajoutes un petit bouquet de persil et une gousse d'ail. Et puis tu lui envoies un petit mot personnalisé en disant de la part de la direction générale, on est vraiment ravis de vous avoir comme nouveau client. J'espère que vous allez que vous allez préparer un super plat. Envoyez-nous une photo de votre plat une fois qu'il sera prêt. Le client qui va recevoir ça, dans sa tête, il va se dire waouh, moi je m'attendais à 1 kilo de pommes de terre et je reçois ça. Et du coup, c'est waouh dans sa tête. Son premier réflexe, ça va être de le faire sortir de sa tête. Quand on reçoit un truc comme ça, on se dit waouh, attends, il faut que j'en parle. Tu sais quoi, ma chérie, tu sais ce qui vient de m'arriver? J'ai commandé 1 kilo de pommes de terre. Voilà. Ou bien il va en parler à son patron, ou bien il va en parler à ses collègues, ou bien il va en parler à son réseau d'amis, ou bien il va en parler sur les réseaux sociaux. Et donc concrètement, lui va parler de vos pommes de terre de façon bien plus élogieuse que vous-même, vous n'oseriez parler de votre propre service. Et il sera infiniment plus convaincant, parce que moi, si un commercial vient me dire en me disant on a des super pommes de terre, elles sont vous devriez les acheter chez nous. Bon, j'entends, mais de vous à moi, je ne suis pas traumatisé. Par contre, si c'est mon époux qui dit j'ai commandé des pommes de terre, c'est incroyable, viens voir, et bien là, j'aime autant vous dire que je vais être infiniment plus convaincu. Et donc, concrètement, ces clients qui se disent waouh, ça devient des commerciaux surefficaces. Parce qu'ils n'ont aucune raison de mentir, tout le monde le sait. Et donc, ils vont vendre votre service bien mieux que vous. Et donc, concrètement, ça se passe, chaque client va vous apporter 1, 2, 3 autres clients et vous pouvez bénéficier de ça d'une croissance exponentielle. Mais pour ça, il faut vraiment que chaque client se dise waouh. Et donc, ça, parce que cet oignon, cette gousse d'ail et ce bouquet de persil que vous allez rajouter sur la pomme de terre, bah, il coûte de l'argent. Bien sûr. J'ai pris un exemple un petit peu ridicule volontairement, mais tout le monde peut imaginer. On comprend, c'est assez clair. Voilà, l'idée est de surprendre vos clients positivement pour qu'ils se disent mais c'est incroyable ce truc, sans pour autant vous tirer une balle dans le pied en termes de rentabilité. Donc l'idée n'est pas de leur offrir, voilà, si vous avez commandé pour 10 000 francs de quelque chose, on ne va pas vous offrir un truc qui vaut 20 000 francs. Mais il faut que vous vous disiez waouh. Et donc, il faut vraiment arriver au seuil de waouh. Il ne faut pas juste qu'on vous offre, voilà, vous achetez une voiture, on vous offre un porte-clés au nom de la marque. Vous n'allez pas vous dire waouh, incroyable, on m'a donné. Non, il faut vraiment il faut que ça soit vraiment positif. Vraiment positif, d'accord. Étonnant. Il ne faut surtout pas qu'on vous le dise. Il ne faut pas qu'on vous dise si vous. Il faut que ça soit surprenant. Voilà, exactement. Voilà, exactement. D'accord. Bah, en fait, ça nous amène au proche. Bon, là, on va parler du sujet de la confiance en fait des consommateurs. Après, je pense que c'est peut-être avant ou après l'effet waouh. Mais aujourd'hui, comment créer une relation de confiance avec les consommateurs en Afrique et voilà, et comment gérer cette relation client dans le temps? Alors, c'est pas très compliqué à faire, hein, parce que la confiance, c'est quelque chose qui se décrète pas, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et ça s'acquiert, tout le monde sait comment ça s'acquiert, la confiance. Hein, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Exactement. Il se trouve que
la confiance en Afrique a été détruite par de nombreux acteurs qui, par malice ou par maladresse, ont trahi la confiance que les premiers internautes avaient placée en eux. C'est ça. Et donc, il y a vraiment les deux cas. Hein. Il y a les escrocs d'une part, et puis il y a les bras cassés d'autre part. Or, ça fait longtemps qu'en Afrique, on a un peu plus d'escrocs et un peu plus de bras cassés qu'ailleurs, pour différentes raisons. Hein. Et la première étant la petitesse du marché et la faiblesse de l'éducation digitale. Mais du coup, la confiance a été détruite, le grand public ne croit plus personne. Par conséquent, si vous voulez leur vendre des pommes de terre, vous créez un site de pommes de terre, elles sont à un super prix, les gens viennent sur le site, ils n'y croient pas une seconde. Il n'y en a pas un qui va remplir un panier, les yeux fermés, payer personne. Les gens vont se dire, ok, moi, je ne fais pas confiance à ces gens, pourtant ces pommes de terre, vraiment, elles sont à un prix formidable, j'aimerais bien les acheter, mais hors de question que j'aille remplir un panier et attendre, parce que je sais qu'il ne va rien se produire. Et encore plus hors de question que je leur donne mon argent et que j'attende mes pommes de terre. Exact. Du coup, il faut prendre sur soi. Donc, vous êtes e-commerçant, vous savez que les gens ne vous font pas confiance. Et il faut travailler en défiance. Donc, vous ne me faites pas confiance, et c'est pas grave. Moi, je vais vous faire confiance. Donc, vous voulez mes pommes de terre, je vous les amène chez vous. Vous ne me payez rien, je les amène chez vous. Vous les contrôlez, vous vérifiez qu'elles sont bien. À ce moment-là, vous me payez. Et ça marche très bien finalement. Ça marche très bien, super. Mais tant que vous êtes dans la promesse, vous êtes foutu. D'accord. Mais donc, dans ce cas, en fait, c'est quoi ce coût? Il y a un coût, j'imagine, pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, combien vous estimez ce coût et puis comment faut-il l'aborder dans les business? Alors, ce n'est pas un coût énorme parce que je vais comparer deux situations. Soit vous vendez vos pommes de terre à l'occidental, donc vous les mettez sur votre site web, les gens viennent, ils les mettent au panier, ils vous payent avec leur carte de crédit et puis vous les livrez. La solution africaine, c'est que les gens viennent sur votre site, ils vous contactent sur WhatsApp, vous leur expliquez, vous vous mettez d'accord, vous leur envoyez le livreur, il paye au livreur, le livreur vous ramène l'argent. Vous avez l'argent plus vite en Afrique qu'en Europe, parce qu'en Europe, entre le moment où le client vous paye via sa Visa ou sa Mastercard et le moment où vous avez l'argent, il peut s'écouler plusieurs jours. Et puis, vous êtes à la merci de ces fournisseurs de cartes, c'est-à-dire que si 2 mois plus tard, Mastercard se rend compte que telle carte avait été volée à l'époque, il récupère l'argent sans vous poser de questions. Hein. Il récupère l'argent, c'est vu avec la banque, vous n'y pouvez rien. Même si vous n'avez pas l'argent, la banque vous débite quand même et il crédite Mastercard. Donc concrètement, cet argent ne vous appartient même pas. Par contre, le coût que ça induit chez vous, si vous êtes en Afrique, c'est d'abord le coût de gestion du cash, parce que le cash a un coût. Il faut rendre la monnaie, on n'a pas toujours la monnaie exacte, il peut y avoir 1 ou 2% qui s'évaporent, il peut y avoir des pertes d'argent, des vols d'argent. Avoir du cash nécessite d'investir dans un coffre, dans une caméra, pour faire la queue à la banque pour déposer son argent. Bref, moi j'estime que le coût du cash est autour de 3%. 3%, d'accord. Ouais. C'est le coût de gestion du cash. Si vous avez du cash à gérer, que vous avez des flux de cash, vous êtes obligé plus ou moins d'investir 3% de cette somme-là pour garder la chose sous contrôle. Exactement. En fait, en vous écoutant, on se rend compte que vraiment le e-commerce et que le e-commerce en Afrique, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier et que forcément, il faut juste essayer de gérer les choses telles qu'elles devraient être et aussi, en tout cas, faire avec. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne très bien une fois qu'on connaît comment on doit faire. Donc, il y en a beaucoup qui ont oublié la phrase magique de « le client est roi ». Le client est roi. Il a beau être africain, c'est quand même le client, donc il est quand même roi. Donc, s'il n'a pas envie de vous payer par carte de crédit, ce n'est pas à vous de l'obliger, c'est à vous de lui demander comment. C'est ça. Il faut aller chercher. D'accord, ok, c'est super intéressant. Donc, du coup, moi, j'ai encore maintenant, je pense qu'au niveau de la confiance du consommateur, on a fait le tour. Après,
bon, je pense qu'on ne va pas s'attarder dessus. Peut-être si on aura un peu de temps, on va y revenir pour en savoir un peu plus sur des outils comme Zoho, HubSpot, Salesforce pour d'autres. Mais bon, on va y revenir si jamais on a le temps. Donc là, en fait, maintenant, mes autres questions vont concerner en fait la livraison, on a commencé à en parler tout à l'heure, et le paiement. Donc on va commencer par la livraison. Donc en fait, c'est quelle est la place de la livraison aujourd'hui dans le processus du e-commerce africain et éventuellement aussi, donc ça a un coût aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, elle a la même place que dans le e-commerce ailleurs dans le monde, c'est-à-dire une place critique. Parce que ce que vous voulez, c'est pas des produits, ce que vous voulez, c'est des produits chez vous. Et donc, ce qui compte, c'est quelle est la vitesse et quelle est la fiabilité de cette livraison. Alors, dans le cas d'une livraison locale, c'est-à-dire que vous êtes à Abidjan et le e-commerçant est à Abidjan et vous vous faites livrer à Abidjan, le coût il est très raisonnable et il n'y a pas vraiment de problème de livraison. Alors, vu par des Occidentaux, il y a des problèmes de livraison. Hein. Dans les médias, on entend en permanence, de la même façon que le fait qu'on n'ait pas peu de cartes de crédit, pour eux, c'est bloquant, on ne peut pas faire de e-commerce. Le fait qu'il n'y ait pas d'adresse postale ou très peu d'adresses postales en Afrique, pour eux, il n'y a pas moyen de faire de e-commerce. Or, en Afrique, c'est livré n'importe qui d'autre en Afrique. Simplement, ça ne se passe pas de la même façon. On ne va pas à la poste pour aller déposer un colissimo. On a un livreur qui a un scooter ou qui a un pick-up qui travaille pour nous ou qui est un prestataire. Et on lui dit, voilà le numéro du client qui est dans tel quartier, va le livrer. Et le livreur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le client en disant, vous êtes dans tel quartier, vous êtes où exactement? Près de quoi? Vous êtes près de la boulangerie jaune, très bien, j'arrive. Je vous appelle quand je suis devant la boulangerie jaune, vous me guiderez. Et ça se passe très bien. Le fait que le coût de la main-d'œuvre soit beaucoup plus économique en Afrique qu'en Europe fait que le modèle est très différent. Il faut passer plus d'appels téléphoniques, il faut passer un petit peu plus de temps sur la livraison, mais comme le coût des ressources humaines est inférieur, finalement, la livraison est plus économique. Le seul souci qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus difficile de passer à l'échelle. Oui, bien sûr. Si vous avez 10 000 colis à livrer par jour, là, vous êtes obligé de mettre en place une logistique interne compliquée. D'accord. Donc, le passage à l'échelle est complexe, mais comme on est sur un petit marché, hein, le Sénégal, c'est petit, la Côte d'Ivoire, c'est petit, le Bénin, c'est petit, le Togo, c'est petit, le Ghana, c'est petit, le Burkina, c'est petit. Donc, finalement, il y a assez peu d'occasions d'être vraiment confronté à ces problèmes majeurs de passage à l'échelle. D'accord. Par contre, quand on passe les frontières, ça, c'est autre chose. D'accord. Mais en fait, de toute façon, aujourd'hui, il y a des petites solutions qui sont en train d'être mises en place. Il y a des boîtes de livraison qui se montent. Bon, peut-être qu'elles vont exploser et qu'elles vont en fait, devenir un pilier du e-commerce. Là, moi, la question aussi que j'ai, c'est que par rapport à la livraison, aujourd'hui, faut-il l'assurer tout seul ou est-ce qu'il faut-il passer par un partenaire? Ça dépend de votre ADN et ça dépend de la promesse que vous voulez faire à vos clients. Je vais prendre l'exemple de Jumia. Jumia, ils promettent des délais de livraison de 48 heures, parfois plus quand ça vient de l'étranger. Et ils ont des contraintes logistiques assez fortes parce qu'il faut aller chercher les produits à gauche et à droite. Et donc concrètement, la logistique pour eux, il faut que ça soit géré, mais il n'y a pas de délai incroyable à respecter et il y a des volumes importants à faire. L'internalisation rendrait complexe et donc ils ont choisi de en grande partie d'externaliser. Donc ils utilisent des partenaires, des prestataires qui font ça et qui font ça très bien. Et d'ailleurs, ça a fait naître un certain nombre d'entreprises dont vous venez de citer l'existence et qui sont en train de se structurer, qui sont en train de devenir des grosses boîtes, des piliers. Des entreprises solides, voilà, des piliers. Et puis, il y a d'autres situations où votre promesse
comment dire, votre positionnement implique un service exceptionnel parce que vous voulez vous différencier par votre service et pas forcément par votre produit. Et donc, le bon exemple pour ça au Sénégal, c'est la société TAFTAF qui Taf, propose taf. des produits industriels, enfin de très grande consommation, des produits de marque. Voilà, vous voulez une bouteille de Coca, TAFTAF a une bouteille de Coca, vous voulez une barre de Mars, ils ont une barre de Mars. Mais la promesse, c'est qu'elle est chez vous en 20 minutes. D'accord, 20 Donc, minutes. Ah et oui, donc, là, quand on a faim, c'est rapide. Hein. c'est ça, exactement. C'est leur idée. On est là pour dépanner. Et la première Ok. chose, en général, c'est son estomac. Ouais. Et donc, pour tenir cette promesse, ils ont été obligés d'internaliser. Donc, ils ont aujourd'hui, je crois, une centaine de scooters et de livreurs pour livrer partout dans Dakar en 20 minutes. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de qui vous êtes. Et puis, si vous faites de la livraison à l'international, ben là, vous n'avez même pas le choix. Vous ne pouvez pas vous-même gérer du e-commerce et de la logistique internationale. Donc, vous êtes obligé de sous-traiter à des partenaires. D'accord. Donc, du coup, en termes de délai aujourd'hui, quels sont les délais pour vous, pour toi? Excuse-moi, des fois, je vous vois, il faut que je tutoie, il faut que je me C'est pas calme. grave, c'est bienvenu. Voilà, je vais tutoyer dans ce cas. Alors, pour toi, en fait, quel est le délai, ou quels sont les délais raisonnables, ou en tout cas sur lesquels il faut communiquer quand on est commerçant en Afrique? Est-ce que, par exemple, sur 3 jours, 4 jours, une semaine, en fait, comment trouver le juste, le juste délai, en fait? En fait, c'est un équilibre entre. Ce qu'il faut regarder, c'est l'offre dans son ensemble. Et donc, D'accord. vous avez des prix incroyables, les clients sont prêts à attendre très longtemps. Si Super. vous avez des prix plutôt chers, vos clients ne sont pas prêts à attendre du tout. Et donc, D'accord. par exemple, quelqu'un qui fait du sourcing en Chine, il va vous trouver des D'accord. articles à des prix imbattables, un tiers du prix local, mais il faut attendre 2 mois. Et D'accord. ça, les Africains, ils comprennent très bien, hein, ils comprennent la logique. S'ils sont prêts à attendre 2 mois, ça leur va parfaitement. Inversement, si vous avez, et je reprends le cas de TAFTAF à l'instant, TAFTAF, la bouteille de Coca, vous allez la payer un peu plus cher que dans le commerce du coup. Mais du D'accord. coup, en échange, elle vous est livrée à la vitesse de la lumière. Donc, c'est dans l'offre de service. Soit vous avez des produits. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est pas la livraison ou les produits ou le prix, c'est l'ensemble produit, prix, D'accord. livraison. Est-ce que l'offre est canon ou pas? Et il ne s'agit pas D'accord. d'être raisonnable, il s'agit d'être canon, c'est-à-dire d'être meilleur que toute Mais la concurrence. d'accord. Mais donc, du coup, dans ce cas, juste, souvent quand on parle après, peut-être c'est dans ma tête, de e-commerce, souvent, on a des réflexes comme Amazon, où les gens ils livrent rapidement, comme tout à l'heure, comme TafTaf. Est-ce que, par exemple, une livraison sur 2 mois, on reste dans l'e-commerce ou comment on définirait ça? Ah ouais, ouais. Bah, on reste dans le e-commerce, simplement, c'est pas forcément les mêmes produits. Donc, typiquement, sur 2 mois, vous n'allez pas commander un smartphone en 2 mois. Vous allez commander 5 canapés ou 30 laptops. Euh, D'accord. on n'achète pas les mêmes choses. OK. Typiquement, pour une livraison au sein d'une même ville, les clients, ils attendent une livraison au maximum dans la journée. D'accord. Ils commencent à dépasser la journée, ils trouvent que c'est un peu abusé. En tout cas, vous perdez des clients, ça c'est sûr. C'est Euh, ça? Quand vous dépassez 2 jours, là, vous commencez à en perdre beaucoup. Quand vous dépassez la semaine, vous commencez à vous disqualifier. Mais là encore, c'est vraiment sauf si vos produits sont incroyables parce que ils sont pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'appuient sur du e-commerce à plusieurs bandes, c'est-à-dire que vous voyez un produit qui vous intéresse chez Amazon France, mais vous êtes à Cotonou, eh bien, il y a des entreprises qui vont commander pour vous sur Amazon, qui vont se faire livrer à Bordeaux, en banlieue parisienne plutôt en général, qui vont mettre le colis dans un avion, qui vont récupérer le colis à la sortie de l'avion à Cotonou City, qui vont ensuite le mettre sur un scooter pour vous l'envoyer. Euh, et
Et ça prend un peu plus de temps. Donc, il y en a qui arrivent à faire ça en 48 heures, mais c'est vraiment difficile. D'accord. C'est plutôt une semaine. Et puis parfois, si c'est pas juste un smartphone, mais que vous voulez commander un canapé, du coup, ça va prendre le bateau. Et donc là, tout le monde sait que ça va prendre 3 semaines. Ouais. 3 semaines, ok, d'accord. Et encore, Donc, dans le meilleur des cas. oui, c'est ça. Donc, du coup, en fait, ça va me permettre de nous amener vers le prochain sujet, qui est le pilotage du e-commerce, ou le pilotage, en fait, du e-business. Après, par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas un frein, finalement, à l'essor parce qu'en fait, là, quand les choses sont assez complexes et imbriquées, par exemple, si déjà aller à l'échelle, déjà ça commence à être compliqué. Et après, est-ce que le coût de cette logistique qui est super complexe n'est pas un frein finalement à l'essor du e-commerce dans les années à venir? Alors, pas vraiment, parce que le commerce classique a les mêmes freins. Tout le monde a la même logistique. Donc, si les clients sont habitués à payer un smartphone 100 000 francs, il y a de la logistique dedans, même s'ils vont l'acheter dans la boutique du coin. Donc, si vous le faites venir du même Très bon endroit, point. vous obtiendrez les mêmes coûts. Donc, c'est Très pas bon. mais après, il ne faut pas se cacher qu'il y a un éléphant dans la pièce dont personne ne veut parler. Hein, le frein au e-commerce en Afrique, à part celui dont on ne parle pas beaucoup, mais dont je viens de parler, qui est la petitesse des marchés, mais le plus gros éléphant qui est dans la pièce et dont il est de bon ton de ne pas parler, c'est que le pouvoir d'achat en Afrique est très faible. La plupart des pays africains sont des pays pauvres. Aussi, ouais. Après, on dit comme on veut, en voie de développement, bref, ce sont des pays dans lesquels peu de gens ont les moyens d'acheter. Et donc, concrètement, un pays comme le Sénégal, si on devait comparer en termes de potentiel commercial, la dernière fois que j'ai fait l'exercice, le Sénégal entier représente un potentiel en e-commerce équivalent à celui d'une ville française comme celle de Lille, par exemple. D'accord, ok. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à savoir. Donc, ce sont des petits marchés à la fois en termes de nombre de personnes. Bon, il y a, selon les sources, 14, 15, 16, 17 millions de personnes au Sénégal. Donc, ça reste relativement faible. Mais surtout, toutes ces personnes-là ne sont pas des acheteurs potentiels. D'abord, la moitié a moins de 18 ans. C'est ça. Et puis, même ceux qui ont plus de 18 ans, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter un smartphone. Donc, il est là le vrai frein au e-commerce. En fait, c'est ça. Donc là, moi, je dirais plus, c'est quelque chose qui est lié à la structure économique en fait africaine, qui fait que les pays africains, de manière générale, sont comme du fait qu'elles sont sous-développées, ont du mal à créer des produits avec une valeur ajoutée qui pourrait en fait servir de base à un essor plutôt, on va dire, ou un potentiel économique beaucoup plus intéressant. Par exemple, juste en termes de population, par exemple si on prend des pays comme le Qatar, où il n'y a pas beaucoup de monde, mais ils ont quand même beaucoup plus de richesse. C'est-à-dire que même, c'est pas la population en fait qui pose problème, c'est plus la structure, en fait, c'est la structuration économique en fait qui pose problème pour moi en fait dans ce cas de figure. C'est ça. En fait, c'est mathématique quand même. Voilà. Maintenant, la question c'est comment arriver voilà, avec très peu de gens, arriver à créer des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Comment créer des services avec de la valeur ajoutée, en fait. Alors, le mot-clé que j'ai envie de dire là, c'est la frugalité. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Beaucoup d'entreprises sont sur des marchés qui sont d'assez petite taille, mais elles sont elles-mêmes sur des structures de coûts qui sont bien plus économiques et bien plus résilients que leurs équivalents occidentaux. Et donc, ils sont capables de survivre et de grandir sur ces petits marchés. C'est ça, c'est ça. Là où ça devient problématique, c'est si on regarde ces marchés avec le regard d'un Amazon. Un Amazon. Comment on peut faire du business dans cet environnement-là? Oui, c'est ça. Il faut mutualiser, il faut avoir 10 pays en même temps, il faut, voilà. Ouais. Mais
vous avez une structure de coût qui est raisonnable, qui est locale, vous avez accès à ce marché local et c'est tout à fait rentable. Il y a plein d'acteurs qui s'en sortent très bien. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir comment en fait les choses vont arriver à se décanter dans les années à venir et qui va trouver la solution pour changer ce paradigme en fait. Ça va être très intéressant à suivre en tout cas. Donc du coup, donc dernier sujet ou avant-dernier sujet pour finir, c'est plutôt donc le pilotage, grosso modo, qu'est-ce que c'est en fait le pilotage du business, comment ça se fait, quels sont les chiffres qu'il faut retenir et sur quoi il faut se focaliser vraiment pour arriver à développer et à se concentrer sur son business. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense que le pilotage, ou plutôt l'absence de pilotage, est la principale cause de stagnation des acteurs de e-commerce africains. Ouais. Si ces acteurs étaient, s'il y avait un pilotage plus étroit de l'activité, je pense qu'on aurait vu apparaître beaucoup plus d'acteurs beaucoup plus tôt. Et donc, pour répondre à ta question, comment piloter un e-commerce? Alors, la réponse est via un tableau de bord. Du coup, la question devient mais qu'est-ce qu'on met, comment on remplit ce tableau de bord? Et donc, pour rester sur des choses très simples, on remplit ce tableau de bord avec deux chiffres. Le premier, c'est combien ça coûte, et le deuxième, c'est combien ça rapporte. Exact. Ça a l'air très simple, mais je vais juste l'appliquer à un cas particulier. Donc voilà, vous avez un petit e-commerce, et donc vous avez vos coûts et vos revenus. Normalement, pour une entreprise, si l'entreprise n'est pas capable de calculer tous les mois ses coûts et ses revenus, déjà, elle est foutue. Maintenant, supposons que vous ayez ce coût et ce revenu, il s'agit de le découper par canal. Et c'est là que généralement les entreprises de e-commerce, en tout cas les petites ou les débutants, sont largués. C'est concrètement ce qu'on veut savoir, c'est combien chaque canal d'acquisition coûte et combien chaque canal d'acquisition rapporte. Et par canal d'acquisition, j'entends les moyens que vous avez de trouver de nouveaux clients. Donc, je vais donner quelques exemples. Donc, par exemple, une publicité Facebook est un canal. Un commercial est un canal. D'accord. Un mot-clé acheté chez Google est un canal. Une newsletter envoyée à des anciens clients est un canal. Et l'idée est de suivre chacun de ces canaux, combien ça m'a coûté, cette publicité Facebook, par exemple. Eh bien, ça m'a coûté 10 €. Ça, c'est très simple à calculer parce que Facebook vous l'écrit noir sur blanc, donc vous a coûté 10 €. Vous pouvez même le définir à l'avance. Vous dites à Google, je veux dépenser 10 €. Donc, vous savez que vous avez dépensé 10 €. Après, ce que la plupart des e-commerçants n'ont pas, c'est ces 10 €-là, combien ils ont généré de chiffre d'affaires. Cette publicité Facebook, quel est le revenu qu'elle a généré? Et ça, si vous ne l'avez pas, vous ne pilotez rien. Et donc, il est fondamental pour chaque vente que vous faites, pour chaque client que vous acquérez, que vous gagnez, merci. Vous gagnez, oui. Il faut que vous sachiez mettre en face quel a été le canal d'acquisition. Et je ne parle pas du canal de vente, parce que le canal de vente, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul, c'est WhatsApp. Vous faites toutes vos ventes sur WhatsApp. On ne veut pas savoir où est-ce que vous avez fait la vente, où est-ce que le client a signé. On veut savoir où est-ce que vous l'avez trouvé, ce client. Comment est-ce qu'il est venu chez vous. Et donc, il va falloir lui poser la question. Et donc, alors, il y a des outils automatisés, numériques, hyper avancés pour le e-commerce européen, mais pour la version africaine où je vais vous passer un coup de fil et on va négocier ça ensemble, il n'y a qu'une seule solution, c'est de poser la question au client en disant une fois que la vente est faite, donc merci beaucoup, j'espère que ce smartphone vous servira. Vous permettez que je vous pose une question avant qu'on finisse. Comment est-ce que vous nous avez connus? Qu'est-ce qui a fait que vous m'avez contacté sur WhatsApp? Vous avez vu nos publicités? Non, vous avez pas vu. Ah, vous avez reçu notre email. Hein, vous vous souvenez quel email c'était? C'était celui de ce mois-ci ou c'était le mois dernier? Ok, c'était celui du mois dernier. Donc, le chiffre d'affaires que je viens de faire est reversé en face des revenus de l'email du mois dernier. Et ça me permet de mettre en rapport
pour chacun de ces canaux de vente le coût et le revenu. Et donc, ce qu'on calcule en général, c'est le ratio entre les deux. Moi, j'aime bien le calculer à l'environnement, j'aime bien diviser le coût par le revenu. Ça me donne un pourcentage. Donc, par exemple, j'ai dépensé 10 000 francs et j'ai vendu pour 100 000 francs grâce à une publicité Facebook. Ça me donne un taux d'acquisition de 10%. C'est-à-dire que mon chiffre d'affaires, qui représente 100%, donc j'ai dépensé 10% de mon chiffre d'affaires pour obtenir ce chiffre d'affaires. Donc concrètement, j'ai enlevé 10%, j'ai perdu 10% de mon revenu pour obtenir ce revenu. Et en fait, ça se met en rapport avec la marge. Donc concrètement, si vous avez dépensé 10% de votre chiffre d'affaires en marketing sur Facebook, eh bien, il faut que vous vous assurez que sur Facebook, vous avez bien plus de 10% de marge. Si vous faites 10% de marge, il y a 10% pour votre poche à la fin, eh bien, vous allez dépenser ces 10%-là en marketing. Donc, il ne va rien vous rester. Donc ça, vous êtes à zéro. Vous allez grandir, mais vous ne gagnez pas d'argent. À partir du moment où votre taux d'acquisition va baisser, c'est-à-dire qu'il suffira de dépenser 5% de votre chiffre d'affaires pour faire du volume, et votre marge est toujours de 10%, là, il commence à y avoir à la fois de la croissance et du bénéfice. Et donc, finalement, si je récapitule, le tableau de bord, c'est juste un tableau très simple avec, sur les différentes lignes, les différents canaux d'acquisition des clients et 2 colonnes, c'est chiffre d'affaires et dépenses. Ok. Donc, en fait, ça va nous permettre de savoir comment concentrer nos efforts et sur quoi, en fait, il faut tendre pour arriver. Exactement. C'est ça? Ça va vous permettre de prendre les décisions fondamentales de votre entreprise qui sont où est-ce que je dépense mon argent. D'accord, c'est ça, exactement. C'est que vos dépenses génèrent des revenus. Et il n'y a pas d'autre pilotage pour l'entreprise. Le chef d'entreprise, à la base, ce qu'on lui demande, c'est de décider, et c'est l'essentiel de la business intelligence ou de ce qui est derrière un tableau de bord. Le tableau de bord, il n'est pas là pour couvrir les murs, il est là pour prendre des décisions. Et la décision, en l'occurrence, c'est qu'est-ce qu'on dépense sur quoi. D'accord, ok. Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, sans le savoir, aujourd'hui, ça veut dire que mal gérer son tableau de bord, ou en tout cas ne pas mettre en place du pilotage, c'est un risque d'échec. Ou est-ce que vous le constatez aujourd'hui sur le marché africain en termes de qui sont ceux qui réussissent et qui sont ceux qui échouent Malheureusement, je le vois tous les jours. Et en fait, ce que je vois, ce sont des gens qui ne mesurent pas ce ratio entre bénéfices et investissement sur le marketing, canal par canal. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Mettons qu'ils disent okay, bon, on va dépenser 10 € par jour sur Facebook, bon, et puis ça fait du chiffre ou ça fait pas du chiffre, ils n'en savent rien, mais globalement l'entreprise est rentable, donc tout va bien, on continue. Et puis un jour, il se passe n'importe quoi. Il y a la crise du Covid, par exemple. Les revenus ne sont plus à la hauteur. Et il faut faire des sacrifices. C'est ça. On va sacrifier les choses dont on n'est pas sûr qu'elles servent à quelque chose. C'est ça. Les dépenses marketing. Or, dans une entreprise où il y a un tableau de bord, eux, ils savent que le marketing, si on le tue, on est mort. Parce qu'ils savent que chaque euro investi, c'est 10 € rapportés. Chaque franc CFA dépensé en publicité, c'est 10 francs CFA de chiffre d'affaires à la fin du mois. Et donc, ils savent qu'ils ne faut surtout pas sacrifier ça. Or, donc, ce qui va se passer, c'est qu'une entreprise qui n'a pas de tableau de bord, petit à petit, du fait des accidents de la vie, elle va peu à peu diminuer son effort marketing. Et la conséquence, c'est qu'elle va annuler sa croissance et elle va végéter et elle ne va plus jamais. Et j'en rencontre malheureusement tous les jours des entreprises qui sont verrouillées dans ce cercle vicieux de j'investis pas en marketing parce que je ne sais pas ce que ça rapporte, donc ça ne me rapporte rien, donc je rien, etc. Il navigue à vue, on va dire ça comme ça. Et donc c'est là en fait où toi tu peux rentrer en compte, ou en tout cas des gens comme toi peuvent aujourd'hui rentrer en compte. C'est ça? Oui, c'est ça. Moi,
je me bats pour que les gens mettent ça en place. Donc aujourd'hui, moi, je travaille au sein de Green Tech Capital, qui est une structure qui a une double vocation, qui est d'investir dans des startups d'une part et de soutenir les PME d'autre part. Donc moi, je m'occupe de la partie soutien aux PME et donc je me bats contre cette fatalité de la non-croissance parce que la croissance, elle est possible, mais il faut aller la chercher et il faut les outils pour mesurer le retour sur investissement, des budgets marketing digitaux en particulier, mais non digitaux, cela va sans dire aussi. D'accord. Donc, ça veut dire, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de piloter, en tout cas d'en savoir plus sur le pilotage de votre société, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à Emmanuel. Je pense que c'est avec plaisir qu'il va vous aider ou qu'il pourra vous donner des conseils, en tout cas, sur ça. Donc, on a presque… Et peut-être, si tu me permets de faire un peu de publicité, je t'en prie, c'est avec plaisir. Lisez ce livre qui est gratuit, hein, donc c'est de la publicité gratuite. Lisez ce livre parce que c'est expliqué dedans comment on fait ce tableau de bord, quels sont les coûts d'investissement, sur quoi investir. C'est vraiment un livre très pratique à destination des entrepreneurs qui n'ont pas de temps à perdre et qui ont juste de l'argent à gagner. Donc, je serais ravi de vous aider si vous voulez aller plus loin, mais déjà, vous avez 90% des réponses qui sont dans le bouquin. Donc, téléchargez le PDF, il est gratuit. Je vous mettrai un lien quelque part. Voilà. C'est ça, en fait, le lien du PDF, il est sur l'événement, mais sinon, on peut aussi le repartager et n'hésitez pas aussi à nous contacter directement pour l'avoir, pour que ça soit beaucoup plus simple. Et moi, personnellement, donc, du coup, j'ai lu le bouquin, donc je devais préparer l'émission. Et donc, je rejoins Emmanuel sur ce qu'il dit. Donc, j'ai travaillé pendant plus qu'on va dire bientôt 15 ans pratiquement que je travaille dans l'e-commerce. Et donc, du coup, j'ai quand même trouvé des choses dedans qui étaient très intéressantes. Et ça m'a rafraîchi la mémoire avec des choses très, 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 très synthétiques pour savoir comment je pilote, qu'est-ce que j'ai gagné, combien j'ai dépensé, et puis qu'est-ce que je fais demain et après-demain. C'est aussi simple que cela. Et ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, on a pratiquement terminé. Hein. Peut-être deux dernières questions. C'est tout ce qui est, en fait, aller à l'international et peut-être un petit peu nous parler de la levée de fonds ou en tout cas, comment financer un projet, si on a une idée, comment on fait pour le concrétiser. Donc, est-ce qu'on fait une levée de fonds et comment… Je sais que, par exemple, ici aujourd'hui en Afrique francophone, on n'est pas habitué aux levées de fonds. Est-ce que tu peux nous dire des choses par rapport à ça ou est-ce que tu as connu des entreprises qui sont financées via en fait, ce processus de levée de fonds? Écoute, oui, il y en a. Il y a eu même de très belles levées de fonds. Il y a Talent to Africa qui a levé $1 million l'année dernière en plein Covid. Je crois qu'il y en a une autre cette année. Enfin, je n'y suis pas de très près, mais j'ai un collègue extrêmement efficace en la matière. Donc, en fait, il y en a plus qu'on ne croit. Mais c'est vrai que ça va me donner. Merci pour la question parce que ça va me donner l'occasion de tordre une idée reçue que je prends en permanence. C'est que personne n'investit dans des projets. Personne n'investit dans des projets. Personne, jamais. Les gens investissent dans des business. Donc, si votre projet, il est dans votre tête, il va y rester. Si vous attendez de l'argent pour le sortir, vous n'allez jamais le sortir. Donc, la condition sine qua non pour obtenir l'intérêt d'un investisseur, c'est d'avoir mis en œuvre votre projet et de l'avoir transformé en business, c'est-à-dire de faire rentrer de l'argent. Et là, l'investisseur, là, il se dit, OK, ce gars-là, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Il peut, si je lui donne mon argent, il va en faire quelque chose. Il va en faire quelque chose. Les gens qui ont des projets, posez-vous la question, est-ce que vous n'avez pas un projet? On a tous un projet. En fait, on en a tous même plusieurs. Moi, j'en ai plein des projets. Et donc, si on devait financer tous les projets qui sont dans la tête de gens, mais pas assez d'argent sur Terre. Donc, concrètement, peu d'argent qu'il y a sur Terre, et malheureusement, en Afrique, il y en a très peu, parce que quelqu'un qui veut gagner plein d'argent, il va l'investir en Californie ou à Londres, il ne va pas l'investir en Afrique. C'est ça.
Afrique, il va le faire parce qu'il a des raisons personnelles de le faire. Et donc, finalement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ce peu d'argent qui est disponible, il va être mis non pas sur les idées des gens, parce qu'on n'a pas besoin de vos idées, en fait, on a tous les nôtres. Si un investisseur a besoin de vous, ce n'est pas pour votre idée, c'est pour votre capacité à les mettre en œuvre. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le démontrer, ce n'est pas avec des PowerPoint, c'est avec un PNL, c'est-à-dire avec un bilan comptable. Alors, besoin de 3 ans d'activité, hein, mais déjà 6 mois d'activité où il y a des revenus stables, réguliers et croissants. Là, on vous écoute. Par contre, vous avez un super PowerPoint, vous avez des partenariats avec tout le monde, vous avez une équipe de la mort qui tue, mais vous n'avez pas commencé à payer un salaire parce que vous n'avez pas encore commencé à gagner 1 franc CFA, vous êtes à zéro. Vous n'intéressez personne, on ne va même pas vous recevoir. Non, c'est ça. Donc, du coup, si je résume, donc ça veut dire qu'il faut démarrer le plus tôt possible et essayer, en fait, de gagner de l'argent le plus tôt possible, vu que c'est pour montrer que ça fonctionne. Et après, à un moment, quand on va arriver à un moment où, effectivement, on atteint nos limites tout seul, là, on peut montrer qu'on a été résilient et qu'on est efficace. Et là, peut-être que d'autres personnes vont venir nous tendre la main pour nous aider à aller plus loin et aussi profiter de ça de la même occasion. Parce que ces gens-là sont avant tout là pour, effectivement, voilà, pour ça, quoi. Donc, c'est ça. Dès lors que vous êtes rentable, votre projet il est financièrement intéressant pour quelqu'un et que c'est démontrable, là, vous allez, tout le monde va être à votre service. Mais tant que ce n'est pas le cas, personne ne voudra vous écouter. Mais des structures qui sont prêtes à financer des entreprises en Afrique, il y en a et j'en connais même beaucoup. Enfin, je suis même un peu biaisé parce que je travaille pour l'une d'entre elles. Il y a des structures privées, il y a des fondations, il y a des organismes internationaux, il y a des ONG, et puis il y a des purs financiers, il y a des business angels, il y a de tout. Mais il faut les intéresser et pour ça, il faut avoir du cash dans la poche pour faire venir du cash. Les petites rivières, donc comment on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si vous n'avez pas une goutte d'eau pour commencer, vous n'allez pas attirer une cascade sur vous. C'est ça, exactement. Donc, du coup, presque c'est terminé. Donc, il y aurait peut-être un dernier mot à dire pour les entreprises africaines ou les startups africaines qui veulent aller à l'international. Donc, est-ce que tu en connais? Est-ce que tu as travaillé avec? Et comment ça se fait? Parce que ça va nous servir en tout cas c'est des exemples qu'on a envie de partager et que pour montrer que voilà, il y a des choses qui se font et qu'il y a des gens qui réussissent quand même en Afrique. Alors c'est pas très facile, mais en fait c'est jamais facile l'international parce que il y a plein de pièges, des pièges culturels, des pièges fiscaux, des pièges dans tous les sens. Mais si vous posez sincèrement la question de l'international, c'est que vous avez les moyens de tomber dans ces pièges. J'ai envie de dire qu'il y a 2 grandes catégories d'internationalisation. Il y a l'internationalisation africaine. Vous êtes à Abidjan, vous voulez vous installer à Dakar. Voilà. C'est moins facile qu'on ne croit, parce qu'en fait, quand on parle de l'Afrique, on a le sentiment de parler d'un truc comme on parle de l'Europe, des États-Unis. Or, en fait, l'Afrique, c'est juste un mot, mais la réalité qui est derrière, à part d'un point de vue géographique et encore, il n'y a pas vraiment de réalité opérationnelle. Et donc, même des pays très similaires comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, vous voulez exporter des ordinateurs de l'un à l'autre, le délai, la paperasse, la copie. Voilà, c'est honnêtement pas facile du tout. Il y a des entrepreneurs qui constatent tous les jours que le dernier en date qui disait que c'était moins cher de faire venir un conteneur de Rouen à Dakar que de Saint-Louis à Dakar. Je précise que Saint-Louis et Dakar sont 2 villes du Sénégal. Sérieux. Et donc forcément, oui, c'est compliqué. Alors, le fait est qu'on a plein de problèmes en Afrique, mais on a aussi plein de solutions. C'est ça. Et donc, des gens qui arrivent à faire passer des containers d'Abidjan à Dakar, il y en a. Simplement, si vous jouez selon les règles du jeu qui sont écrites dans le livre, selon lequel personne ne joue, vous allez vous faire planter.
Il faut que vous appreniez à jouer comme les gens jouent et les règles du jeu, elles ne sont pas dans un livre. Donc il va falloir que vous appreniez à faire comme les autres. Vous allez rencontrer des gens, vous allez apprendre comment se passent les filières d'import-export, vous allez trouver des partenaires, vous allez trouver des relais, et puis vous allez jouer la partie comme les autres jouent la partie. Et puis si les règles changent en cours de route, vous changerez vous aussi, mais au moins vous ne serez pas, vous vous ferez pas planter. Donc vraiment, la règle, c'est ne constituez pas vos modèles économiques, ne constituez pas ne faites pas de plan sur la comète pour des installations dans des pays dans lesquels vous n'avez pas vécu. Allez-y, lancez vos business sur place, faites-le à petite échelle, faites-les grandir peu à peu, et vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez prévu ne va pas du tout se passer. Il va se passer autre chose, mais comme vous serez là, vous serez prévenu et vous serez agile, et bien vous allez vous adapter et vous allez trouver la bonne façon de faire. Et donc, que ce soit pour vous lancer dans votre propre pays au début ou pour vous lancer dans un pays tiers ensuite, la règle est la même, c'est commencer petit, commencer vite, plantez-vous tout de suite, plantez-vous plein de fois, faites toutes les erreurs qu'il est possible de faire, et quand vous allez les faire à petite échelle et rapidement, ben, ça ne va pas vous coûter très cher, ça ne va pas vous prendre trop de temps, et ensuite vous serez un acteur qui tiendra la route, quel que soit le marché sur lesquels vous serez installé. C'est ça, c'est top, c'est super, super. Donc, du coup, là, on a quand même on a abordé pas mal de choses. Je vais regarder si j'ai pas, bon, peut-être un dernier point, c'est le contrôle de qualité, mais bon, je pense que ce sujet-là n'est pas forcément si, est-ce que c'est important pour toi ou pas, le contrôle de qualité dans le business? Oui, c'est essentiel, mais dans tous les business, en fait. Si vous voulez fidéliser des clients, il faut que vous leur donniez un service et des produits de qualité. En fait, il faut que vous donniez aux gens la qualité qu'ils attendent et un peu plus, hein, pour le fameux fait waouh. Et donc, il faut que vous sachiez quelle est la qualité attendue et que vous mettiez en place les processus correspondants. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs en Afrique qui sont complètement autodidactes. Et pour qui le contrôle ça reste un mot, et du coup, ce sont eux en partie hein, qui ont détruit la confiance des consommateurs. Et donc, en tant que nouvel acteur ou en tant que nouveau gros acteur, e-commerçants, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Vous devez absolument démontrer que la défiance des clients est infondée. Et pour ça, vous devez être irréprochable. Et vous devez même être irréprochable. Et donc, pour ça, en effet, le contrôle qualité est essentiel, mais aussi, tu parlais tout à l'heure, on n'a pas le temps d'en parler, mais des outils de CRM. Enfin, il y a plein de choses qui sont finalement des bonnes pratiques qui sont hyper bateaux partout dans le monde. Qu'il faut mettre en place. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'il faut pas les mettre en place. Simplement, il faut les mettre en place. Merci pour ça. À l'échelle locale. C'est ça. Donc, du coup, je reprends tes mots hein, dans le livre où tu disais il faut 2 à 5 ans pour être affûté dans l'e-commerce. Donc, du coup, ça veut dire pour des personnes qui se lancent dans cette activité, bon, vous êtes quand même prévenus. Voilà, c'est pas quelque chose. Le chemin est peut-être un peu long quand même. Il faut juste s'accrocher et faire les choses comme tu disais en fait dans les règles de l'art. Et normalement, voilà, au bout de ces peut-être 5 ans, il y a des bonnes choses qui sont au bout. C'est ça. Si c'était facile, ça se saurait. Hein. C'est ça. Donc, du coup, peut-être qu'on va essayer de terminer par là. Emmanuel, donc je te laisse conclure et si tu as des choses, des messages à passer, donc du coup, là, c'est à toi. Et puis, on pourra conclure ce panel, voilà, à peu près. Ok, ben, je vais répéter une chose que j'ai déjà dite, mais qui me semble fondamentale parce que les gens n'arrivent pas à y croire. La conclusion, c'est lancez-vous. Et lancez-vous tout de suite. Lancez-vous demain. Lancez-vous avec 1 euro. Oui, il est possible de démarrer un e-commerce en 1 jour avec 1000 francs. C'est possible, ça marche. Simplement, il ne faudra pas y rester. Mais vous pouvez commencer. Et en fait, chaque jour que vous allez attendre, chaque semaine que vous allez attendre,
chaque mois que vous allez attendre, et j'irai pas plus loin, seront des jours, des semaines et des mois perdus. Parce que vous allez vous préparer, et en fait, vous allez vous préparer à quelque chose qui n'est pas la réalité. La réalité, elle n'existe qu'à un seul endroit. Elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans les enseignements. Malheureusement, l'Afrique est une zone assez mal couverte, à part par ce nouveau magnifique livre publié par Emmanuel Bocquet. C'est ça. Sinon vous n'allez pas apprendre les choses qui correspondent à la réalité à laquelle vous serez confronté. C'est ça. La conclusion, c'est confrontez-vous à la réalité. Et pour se confronter à la réalité, il n'y a qu'une seule solution, c'est lancez-vous et vous verrez et vous apprendrez. Super, super. Donc, du coup, on va terminer par cette phrase. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, lancez-vous maintenant. Et donc, voilà, moi, j'étais très content d'être là et d'avoir animé ce panel. Donc, on va, comme d'habitude, repartager ça sur les réseaux sociaux, donc couper, avoir les petits moments. Et voilà, donc, du coup, merci beaucoup, Emmanuel. Et je te dis, j'espère, à bientôt. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. J'espère entendre parler de vous tous très bientôt parce que chacun d'entre vous aura lancé son petit business avec 1000 francs, avec une page Facebook, avec une page LinkedIn ou avec ce que vous voulez. C'est possible. D'accord, j'espère aussi. Donc, du coup, je partagerai, en tout cas, j'ai partagé ses coordonnées. Donc, du coup, n'hésitez pas à contacter Emmanuel. Donc, il pourra, en tout cas, il sera d'un grand intérêt, c'est sûr et certain. Allez, je suis très disponible sur LinkedIn. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Ciao. Au revoir.